Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. La nouvelle génération aussi a une nouvelle approche de certains sujets, notamment nos sujets de justice et d'antiracisme. Et elle apporte vraiment de nouvelles perspectives. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Pascoët, chargée de plaidoyer au sein de l'ENAR, le réseau européen contre le racisme, basé à Bruxelles. Julie nous parle de son rôle à l'ENAR et les actions qui y sont menées. Elle nous explique l'impact que peut avoir le plaidoyer au niveau européen et partage ses conseils pour les personnes qui souhaiteraient s'orienter dans la lutte contre le racisme et des inégalités. Et je pense que c'est sur ces questions-là, en fait, que le futur de l'Europe est basé. Parce que si l'Europe devient une coquille vide sur ces questions-là, malheureusement, je crains pour le futur de l'Europe. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Julie. Alaykoum salam. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Très très bien. Écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir de t'accueillir sur mon podcast, Muslim Makers. C'est un plaisir pour moi. J'admire vraiment ce que tu fais et la façon dont tu veux faire inspirer les gens. Voilà. Donc, je suis très, très, très contente de participer à cet effort. Merci beaucoup. Julie, pour commencer, je te propose de te présenter. Oui, alors moi, c'est Julie Pascoët. Donc, je suis chargée de plaidoyer au sein du réseau européen contre le racisme, dont le secrétariat est basé à Bruxelles, en Belgique. Donc, j'y travaille depuis déjà 11 ans. Après avoir fait des études en relations internationales et études européennes à l'université Paris 8 en France. Donc, je suis française. Je viens d'Angers. Et ensuite, donc voilà, j'ai bougé un petit peu pour faire mes études en France. J'ai également fait mes études en Espagne et en Angleterre. Et donc, suite à mes études, j'ai fait des stages dans des ONG européennes. Et donc, voilà, depuis le début, en fait, je voulais travailler dans ce milieu, je voulais travailler à Bruxelles. C'est pour ça que je me suis déplacée à Bruxelles et parce que voilà, le niveau européen m'a toujours attirée, notamment par l'impact que voilà le niveau européen a sur nos réalités dans différents pays. Donc voilà, c'est moi. Et à présent, en fait, je travaille à Bruxelles, mais j'habite à Verviers, qui est une petite ville près de la frontière allemande ainsi que la frontière hollandaise en Belgique. Et donc voilà, j'apprécie aussi vivre dans une petite ville et tout en étant dans la bulle européenne à Bruxelles. Très bien. Julie, pour qu'on comprenne un peu d'où t'es venue en fait l'idée et puis la volonté de t'orienter dans ce domaine-là, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, de ton éducation, de qui était Julie quand elle était jeune, étudiante, au lycée, au collège, etc. Oui, bien sûr. Donc, comme je l'ai dit, je viens d'Angers, d'une famille catholique. J'ai d'ailleurs fait mes études dans des écoles catholiques. Donc, l'aspect spirituel a toujours été présent dans ma vie. J'ai également toujours eu une sensibilité assez accrue à l'idée de justice, le besoin de justice que l'être humain a. Je viens d'une famille assez modeste, donc voilà, je connais un peu la précarité sociale, même si j'ai eu, comme je dis, la chance d'accéder à des écoles quand même assez importantes, enfin voilà, assez Prestigieuse. pas prestigieuses, mais qui m'ont permis en fait d'évoluer positivement en fait dans mon parcours scolaire, si je peux dire ça comme ça, grâce notamment à des aides familiales, etc. Et donc voilà, j'ai toujours été, comme je l'ai dit, vraiment proche des idées spirituelles. J'ai également eu beaucoup de questionnements existentiels dès le plus jeune âge. Et ça a été aussi mon moteur en fait pour savoir ce que je voulais faire dans la vie, puisque je me suis aussi dit que j'aimerais faire quelque chose qui soit utile à la société, qui me permette d'être en connexion avec les autres êtres humains et pas seulement dans ma bulle
individualiste. Donc ça a toujours été mon moteur en fait dans ma scolarité et dans mes études, et aussi une grande curiosité. En fait, c'est pour ça que j'ai pas mal voyagé. J'ai eu la chance de pas mal voyager lors de mes études. Évidemment, j'ai dû travailler en tant qu'étudiante pour pouvoir accéder à ces voyages, mais voilà, je ne regrette pas, parce que ça m'a aussi beaucoup construite de pouvoir voir en fait la richesse, notamment, enfin surtout au niveau européen, euh, la richesse que l'on a en Europe. Et c'est aussi quelque chose qui a construit mon envie en fait de travailler au niveau européen, puisque au niveau européen, ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment en fait les personnes de cultures différentes, de langues différentes arrivent à se mettre autour de la table et trouver des solutions globales à leurs problèmes. Oui. Donc voilà. Tu as fait quel pays en Europe? Tu dis Donc, que tu as beaucoup voyagé. ouais, donc j'étais en France, j'ai fait mes études en France. J'ai également été à un moment donné, j'ai vécu 6 mois en Espagne, à Barcelone, pour améliorer mon espagnol. Et j'ai également fait un Erasmus en Angleterre, à Southampton. Euh, Mhm. donc voilà, c'est pas non plus énorme, mais voilà, j'ai pu Oui. faire mes études dans différents pays. Ensuite, grâce à mon travail, j'ai pu également voyager dans d'autres pays. Mais voilà. Tu l'as dit déjà, mais on voit bien que ces petits voyages, enfin ces voyages de quelques mois, 6 mois ou un peu plus pour ton Erasmus, ça a eu beaucoup d'impact dans tes études et dans tes choix. Oui, ça a eu beaucoup d'impact. Donc à plusieurs niveaux. Au niveau, comme je l'ai dit, de nourrir ma soif de curiosité d'ailleurs, de connaître d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres langues, de m'enrichir de cela. Donc au niveau Mhm. professionnel aussi, ça m'a permis aussi de développer ma capacité d'adaptation à différents environnements, à différentes façons de penser, différentes langues. Mais également, c'est vrai que mes voyages m'ont beaucoup construite aussi spirituellement. Comme je le disais, la spiritualité a toujours été quelque chose qui a été important pour moi, même si j'avais pas forcément de religion avant. Enfin, j'étais baignée, mais j'avais pas forcément de religion spécifique auquel je m'identifiais, même si j'étais dans une famille catholique. Mais c'est vrai que voilà, euh, j'ai aussi pu rencontrer d'autres spiritualités, d'autres religions qui m'ont aussi ouvert et m'ont permis aussi de me construire à ce niveau-là. À ce moment-là, tu peux me rappeler, tu étudiais quoi? Donc, en fait, j'ai une licence d'anglais, et Ok. ensuite, j'ai fait des études en Espagne pour améliorer mon espagnol, et ensuite, j'ai fait un master en relations internationales et études européennes à l'Université Paris 8. Et c'est là que j'ai fait en fait mon Erasmus pour voilà pour bon, mon anglais était déjà bon, mais c'était plus pour développer un peu mon domaine d'expertise dans la langue anglaise en fait. Et du coup, ta licence, elle n'a pas grand-chose à voir avec ton master. Dans le sens où en fait le master, il y avait une nécessité d'être quand même à l'aise dans plusieurs langues, donc ça m'a quand même Ok. servi, Ok. puisque Il y a pas de licence spécifique, enfin, ce genre de master, il est accessible, il y a des passerelles assez simples. ouais, donc après une des conditions, c'était d'avoir évidemment plusieurs langues dans lesquelles on pouvait s'exprimer assez facilement, puisque c'est un master international, donc la langue est quand même la base. Mais après, c'est toutes les compétences de connaissances politiques, institutionnelles. L'idée, c'était vraiment de développer ça dans le master. Donc, il y avait quand même un examen d'entrée, mais c'était pas forcément voilà, les points les plus importants. Ok, c'est intéressant à savoir. Et du coup, ce master, tu l'as plus ou moins choisi, en fait, c'était après tes voyages. Ah non, c'était pendant. Oui, c'était pendant mon master. Donc c'est vrai que c'est vrai que j'ai pas été trop chronologique, mais en fait moi, une fois que j'ai eu mon bac, j'ai fait une prépa lettres. Donc j'ai D'accord. accédé à une classe préparatoire lettres.
parce que voilà, mes professeurs m'ont poussée à aller vers cette voie plutôt que d'aller vers l'université directement. Et, Mhm. euh, et donc, c'est aussi la prépa lettres m'a aussi permis aussi de... Parce que les prépa lettres, c'est assez généraliste aussi. Donc, on approfondit sur un panel de compétences et de matières assez importantes. Donc, par exemple, il y a beaucoup d'élèves dans la prépa dans laquelle j'étais qui se sont dirigés vers Sciences Po, même si moi, ce n'était pas forcément quelque chose vers lequel je me sentais aller. Et je pense que à ce niveau-là, c'était également lié peut-être à plus, la classe sociale, en fait. Parce que je ne me sentais Mhm. pas forcément légitime d'aller vers Sciences Po, bizarrement. Parce que aussi Sciences Po avait une image quand même très élitiste, même socialement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dirigée vers l'université, qui a une image un peu plus parfois populaire, Oui. que j'ai fait ma licence d'anglais. Mais voilà, cette idée d'aller vers des, des, euh, des études plus internationales restait quand même en moi et derrière la tête. Et donc, c'est là que j'ai trouvé aussi le master à Paris 8, qui est aussi une université assez populaire, on peut le dire. Donc, je pense que, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment, je m'étais jamais vraiment dit avant, mais je pense que même la classe sociale aussi peut avoir un impact sur ses choix. Mais je suis très contente, en fait, je regrette vraiment pas d'avoir pris ce chemin parce que ça Ok. m'a permis justement de rester ancrée aussi dans ma réalité et de ne pas me déconnecter aussi de là où je viens. En fait, partout où je suis allée pour faire mes études, je me suis reconnue et je me suis identifiée, en fait. Et je pense que c'est Mhm. important. Après, chacun a son approche, mais personnellement, je pense que c'est important aussi pour moi, pour construire aussi ma carrière, pour construire mes compétences, de me sentir quand même chez moi quelque part dans les études que j'ai faites. Ok. Ok, d'accord. Et du coup, à l'issue de ce master, qu'est-ce que tu fais? Donc, en fait, à l'issue de ce master, je pars directement à Bruxelles pour Mhm. faire un stage au sein de l'Assemblée des régions d'Europe, qui est donc une des associations, comme il y en a beaucoup à Bruxelles, qui sont des réseaux en fait à travers l'Europe d'institutions ou d'associations qui se réunissent au niveau européen pour avoir une voix commune. Et donc là, en l'occurrence, c'était une voix commune pour les régions d'Europe. Et donc voilà, j'étais dans le secrétariat européen, donc je travaillais sur des événements, je travaillais sur la communication, je rencontrais beaucoup de responsables régionaux dans différentes régions d'Europe pour, sur des sujets en fait sur lesquels l'Europe a une compétence et a un mandat. Donc, les régions voulaient aussi avoir leur mot à dire sur différents dossiers. Et donc, moi, je travaillais au secrétariat avec une dizaine de personnes en tant que stagiaire au début. Euh, et donc voilà, et ensuite j'ai un peu enchaîné les stages. J'ai été aussi stagiaire au sein de l'association humanitaire Islamic Relief. Et Mhm. là, pareil, au niveau international, parce que voilà, il y a énormément de compétences aussi de l'Union européenne sur les questions d'aide humanitaire et de relations étrangères. Donc là, j'ai fait un petit peu le même type de travail, rencontrer différents responsables, faire de la communication, organiser des événements au niveau de Bruxelles. Parce que c'était pas évident de travailler dans ce secteur-là, trouver de l'emploi dans ce secteur-là. Alors, en tant que stagiaire, si on a des études qui sont liées au domaine d'activité ou au niveau de la construction européenne, ça va, on peut trouver des stages. Après, effectivement, des emplois permanents, c'est plus difficile. Donc, en fait, moi, j'ai été assez ouverte pour accepter des stages pas forcément rémunérés. Mhm. J'ai dû travailler à côté, mais voilà, je pense que c'était nécessaire pour aussi me construire mon réseau au niveau de Bruxelles. Parce que D'accord. voilà, Bruxelles, c'est aussi une bulle, comme on dit, une petite bulle où
effectivement, il y a tous les Belges qui travaillent à Bruxelles, mais il y a aussi toute la bulle européenne de toutes les institutions, les associations européennes qui gravitent autour des institutions. Et voilà, c'est un petit monde et il faut aussi pouvoir construire son réseau pour savoir où sont les opportunités, pour se faire connaître, etc. Après, la question des stages non rémunérés, c'est vrai que c'est une question très sensible et je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de discussions et un besoin aussi d'améliorer en fait la condition des stagiaires à Bruxelles. Il y a énormément d'associations de jeunesse aussi qui s'emparent du sujet parce que voilà, ce n'est quand même pas normal que des jeunes qui sortent des études soient dans la précarité au niveau du travail et notamment le fait que en fait ça profite à des jeunes professionnels qui ont des parents qui peuvent les aider ou qui ont eu accès à des bourses, etc., ce qui n'est pas forcément le cas de tous. Oui. Est-ce que le problème, c'est pas que, en fait, toutes ces associations, elles ont pas suffisamment de fonds pour recruter ou? Oui, je pense qu'il y a effectivement des problèmes de fonds. Il faut savoir que la Belgique est un pays aussi qui a des cotisations sociales et qui est extrêmement imposé sur le salaire. Donc, ça coûte beaucoup d'argent pour un employeur d'embaucher, en fait, déjà, à la base. Oui. Et c'est vrai que beaucoup de ces associations, en fait, là, je parle pas des lobbies professionnels ou d'entreprises, mais je pense que beaucoup d'associations qui travaillent sur des causes sociales n'ont pas énormément de fonds, effectivement, pour pouvoir embaucher de manière permanente. Il y a quand même, voilà, il y a quand même des opportunités, mais elles sont rares et la compétition, elle est assez importante parce que il y a quand même beaucoup de jeunes qui veulent travailler au niveau européen parce qu'il y a aussi cette idée voilà, d'accéder aux sphères de pouvoir européennes. Voilà, il y a toute cette idée aussi très élitiste de travailler à Bruxelles qui fait qu'il y a quand même beaucoup de compétition aussi. Ouais. Voilà. OK. On reviendra sur ces sujets-là un peu plus tard. Je suis intéressé par savoir un peu quelles sont les meilleures actions, en fait, pour entrer dans ces groupes et pour ceux qui sont intéressés. Mais, Mhm. on va peut-être parler un peu plus de l'ENAR que tu as dû rejoindre pas très longtemps après? Ou peut-être tu as fait quelque chose entre-temps? Non, voilà, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir postuler à ENAR. Donc, au début, pour un job d'assistante. Et donc, j'ai, voilà, au début, donc, un job limité, contrat limité, et ensuite, j'ai pu accéder à un CDI. Mais voilà, j'ai aussi accepté de ne pas avoir un travail directement au niveau de mes études. Mais voilà, commencer, comme on dit, en bas de l'échelle pour pouvoir ensuite gravir les échelons et accéder à un Mmh. poste un peu plus épanouissant. Mais ça s'est arrivé assez vite, donc je suis restée assistante à ENAR, le réseau européen contre le racisme, donc pendant 2 ans. Et donc là, je faisais de l'organisation d'événements, de l'aide sur la communication, aussi de l'administratif. Et Mmh. j'ai pu apprendre un peu sur le sujet, le réseau, les différents acteurs, les différentes compétences de l'Union européenne sur ces questions. Et ça m'a permis ensuite d'accéder à un poste plus haut, qui est le poste à l'époque, on l'appelait Policy Officer, donc plus faire le suivi des politiques européennes et d'essayer de les influencer. OK, et maintenant ça s'appelle, advocacy officer, c'est ça? Et oui, et ensuite, voilà, c'est devenu chargé de plaidoyer, Advocacy Officer. Mmh. Donc voilà, j'ai accédé aussi à cela. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ENAR? C'est quoi le rôle de l'ENAR? Qu'est-ce que vous faites à l'ENAR? Et quel est ton rôle à toi dans l'ENAR? Ouais, donc l'ENAR, c'est un réseau d'associations qui luttent contre le racisme à travers l'Europe, donc dans tous les pays européens, même au-delà, puisqu'on a des membres aussi en Turquie, en Macédoine. Donc on a environ 180 membres à travers toute l'Europe. Et là où je travaille, donc le secrétariat à Bruxelles, en fait,
coordonne tout ce réseau, facilite les échanges entre les membres et surtout, en fait, suit les développements législatifs et politiques sur les questions de discrimination raciale et d'antiracisme, afin que justement nous puissions influencer ces développements et s'assurer que la voix de nos membres est entendue au niveau des institutions européennes à Bruxelles. Donc moi, mon travail au quotidien, c'est beaucoup des relations avec les députés européens, avec les employés de la Commission européenne, avec les cabinets des commissaires, avec aussi parfois les représentants des États membres, afin de savoir ce qui se passe, afin de, quand il y a une législation, une politique sur la table dans ces institutions, de pouvoir la critiquer, de pouvoir l'améliorer, de pouvoir proposer d'autres pistes qui reflètent les besoins du terrain en Europe sur ces questions-là. Mhm. J'organise aussi parfois des événements. Donc les événements, en fait, au niveau de Bruxelles, au niveau européen, c'est pour aussi influencer toutes ces questions-là. Je suis beaucoup en relation évidemment avec les membres à travers l'Europe quand ils ont des problèmes spécifiques, quand ils veulent faire remonter de l'information pour que nous puissions la relayer. Et donc voilà, et évidemment je fais aussi beaucoup d'analyses, beaucoup de recherches pour développer certains sujets, pour alimenter les discussions avec les différents responsables politiques. Au quotidien, il y a beaucoup de contacts avec les associations européennes, en fait. Et vous récupérez, en fait, enfin, vous essayez de récolter toutes les problématiques qui sont liées, enfin, qu'ils ont sur le terrain, qu'elles ont sur le terrain, et les mettre en forme pour les présenter, en fait, au niveau européen, aux institutions européennes. Oui, exactement. Donc, par exemple, un sujet très concret qui est aussi d'actualité, c'est tout ce qui est violence policière, donc surtout après Black Lives Matter Movement et le meurtre de George Floyd aux États-Unis, qui a eu un Mhm. impact aussi en Europe. Donc, nous, par exemple, nous sommes en train de finaliser un rapport sur les violences policières en Europe. Et Mhm. donc, basé sur des données qui nous viennent de toute l'Europe, il est important pour nous, en fait, d'avoir un rapport qui collecte des preuves afin de demander des comptes et de demander des actions concrètes aux responsables politiques. Et jusqu'à maintenant, en fait, il n'y a pas de législation sur le racisme dans la police en Europe. Et donc, notre idée, en fait, c'est d'avoir un rapport qui puisse, en fait, pousser à un développement positif dans ce domaine. Et du coup, les responsables politiques, c'est les députés européens. Oui, donc, alors, les responsables politiques, évidemment, en première ligne, ce sont les députés européens. Parce que les députés européens peuvent mettre ça à l'agenda du Parlement. Mhm. Euh, mais il y a également la Commission européenne et les employés de la Commission européenne, surtout parce que la Commission européenne, elle a le mandat d'initiative législative, pardon. Donc c'est elle qui peut proposer en fait l'idée d'une nouvelle législation, souvent sous forme de ce qu'on appelle communication. Et, euh, et donc après, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, qui représentent les gouvernements des États membres, euh, doivent répondre à cette communication en proposant une nouvelle législation ou non. Donc après, il y a différents processus. Euh, mais voilà, donc la Commission a cette initiative législative. Donc c'est pour ça que nous, on travaille en parallèle avec différents acteurs, puisque en fait, ils se soutiennent mutuellement pour faire avancer les choses dans la mesure, en fait, dans la mesure où on arrive à les convaincre, en fait. Et donc ça, c'est notre travail, en fait, Mhm. c'est de convaincre les responsables politiques, la Commission, du Parlement et du Conseil de l'Union européenne de faire avancer un domaine, de faire avancer un dossier par, comme je l'ai dit, par une nouvelle législation ou par une nouvelle politique. Mhm. Et quel est leur intérêt aux responsables politiques d'accepter tel ou tel sujet de réflexion
En fait, surtout au niveau de l'Union européenne, on parle souvent Mmh. des valeurs européennes, on parle souvent de la démocratie européenne, on parle souvent de l'état de droit, puisque l'Union européenne est un organisme supranational, c'est-à-dire que certaines lois, enfin les lois en fait qui sont adoptées au niveau européen ont un impact et doivent être transposées dans les lois nationales. Et donc, en fait, il y a énormément d'importance accordée à ces questions. Dans les traités de l'Union européenne, il y a un article qui dit que l'égalité, la diversité est une valeur clé de l'Union européenne. Et donc, c'est sur ces bases-là, en fait, que nous, on travaille en disant, si vous voulez faire respecter ces traités, notamment les questions d'égalité, de non-discrimination, de diversité, sans parler évidemment des droits de l'homme qui sont encore plus, qui sont les standards internationaux sur ces questions-là, il est important d'avancer sur tel ou tel sujet. Donc les violences policières sont un sujet, les politiques nationales contre le racisme sont aussi une autre façon d'avancer sur des sujets, les législations de non-discrimination dans l'emploi, dans l'éducation, etc. sont également un sujet important. Et donc, nous, on essaye, sur ces bases-là, de faire avancer les choses. Euh, sur les questions, par exemple, euh, de violation de droits des associations, par exemple, puisque aujourd'hui, nous, on voit beaucoup d'associations dans notre réseau qui se voient attaquées par leur propre gouvernement ou qui se voient infliger des, des sanctions administratives, mais assez politiques. Et donc là, évidemment, c'est aussi quelque chose qu'on dit, voilà, si vous voulez faire respecter l'état de droit, les droits humains qui incluent la liberté d'association, il faut pouvoir mettre ce sujet à l'agenda, il faut pouvoir en parler au Parlement, à la Commission, au niveau du Conseil de l'Union. Et donc c'est comme ça qu'en fait qu'on travaille. Évidemment, on est au niveau européen. Le plus important, et là où il y a le plus d'impact, c'est le niveau national, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que Mmh. nous, la force de notre réseau, c'est qu'on est connecté aux associations qui sont sur le terrain. Donc, évidemment que quand on fait un travail au niveau européen envers les institutions européennes, il est important que les associations au niveau national soient au courant et puissent aussi faire pression sur leurs gouvernements nationaux. Et donc, c'est aussi une façon de faire pression sur différents niveaux, en fait. En ce moment, quelles sont les actions que vous menez qui sont, les plus chaudes, qui sont sur la table? Ouais, donc en fait, je le mentionnais maintenant, mais une des questions les plus alarmantes, aujourd'hui, ce sont les attaques envers, les associations de la Mmh. société civile, notamment celles qui travaillent contre le racisme, mais pas seulement. Et c'est vrai que nous, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et donc là, on essaie vraiment de tirer la sonnette d'alarme en disant: «Il y a des organisations comme, par exemple, le collectif contre l'islamophobie en France qui ont été dissoutes par le gouvernement sur, aucune preuve, tangible. Donc il y a violation de la liberté d'association». Et donc en fait, notre idée donc nous, notre rôle, en fait, c'est de montrer que ça va à l'encontre, des droits de l'homme, ça va à l'encontre de l'état de droit, et la Commission européenne, le Parlement européen doit être, très vigilant par rapport à ces développements et Mmh. pour pouvoir demander des comptes aux pays qui, qui perpétuent de telles violations, en fait. Il y a des mécanismes ensuite au niveau européen qui peuvent être amorcés au niveau de la Commission pour sanctionner les États membres qui vont à l'encontre des législations ou des principes fondamentaux de l'Union européenne. Et donc, nous, évidemment, on essaye de mettre en avant ces questions pour s'assurer que ces États membres soient sanctionnés. Ça, c'est un des sujets les plus brûlants. C'est vrai que la France, aujourd'hui, est vraiment un mauvais élève sur ces questions-là, puisqu'on a aussi eu 2 législations récemment, la loi pour la sécurité globale et la loi pour renforcer les principes républicains, qui en fait contiennent des mesures qui vont encore à l'encontre de la liberté d'association
ou la liberté de culte ou religieuse. Donc là, on voit aussi qu'il y a des développements très inquiétants dans différents pays contre en fait les droits fondamentaux. Et Hmm. voilà. Un Et autre, ouais. oui, vas-y, je t'en prie. Oui, alors donc je voulais juste aussi rajouter en fait quelque chose comment dire, une évolution très importante en fait qu'il y a eu au niveau de l'Union européenne il y a 1 an, c'est l'adoption du plan européen contre le racisme. Et donc c'est la première fois en fait qu'on a un plan d'action et un cadre en fait d'action de l'Union européenne sur ces questions-là, notamment sur la question du racisme structurel. Donc pas forcément juste le racisme au niveau des actes individuels, crimes de haine ou discrimination individuelle, mais une reconnaissance en fait qu'en Europe, il y a un racisme structurel et institutionnel qui est perpétré par des structures ou par des États, etc. Et donc, c'est très important parce que ça a été une reconnaissance énorme des phénomènes qui existent en Europe et qui sont aussi l'héritage d'histoires de persécution. Et donc, cela fait 1 an. Nous avons beaucoup travaillé sur ce plan pour s'assurer que des points clés et des demandes clés que nous faisions depuis des années soient intégrés à ce plan. Et ça a été un succès aussi pour nous d'avoir ce plan. Et donc aujourd'hui, une de nos priorités aussi, c'est de s'assurer qu'il y a une mise en œuvre de ce plan, que c'est pas juste un bout de papier qui permet une reconnaissance, mais c'est vraiment ça mène en fait à des actions et un impact sur le terrain. Est-ce qu'historiquement, à travers l'ENAR, vous avez vu, in fine, des mesures concrètes qui ont été prises par le Parlement européen, si je comprends bien, et a fortiori, du coup, des mesures aussi concrètes qui ont été prises par les États concernés dans l'Union européenne? Donc en fait, le Parlement européen ne peut pas agir seul pour Mmh. adopter des politiques ou des législations. OK. Mais il a un fort pouvoir aussi politique pour mettre les choses à l'agenda. Donc, par exemple, je mentionnais le plan d'action contre le racisme. C'est grâce à une résolution qui a eu lieu, qui a été adoptée au Parlement européen je crois que c'était en mai ou juin 2020, sur justement l'impact du meurtre de George Floyd et qui mettait en avant tous les sujets sur lesquels l'Union européenne devait travailler dans le domaine de l'antiracisme. C'est là, effectivement, que grâce à ça, en fait, c'est cette résolution qui a poussé la Commission européenne à adopter le premier plan contre le racisme. Donc, elle a une énorme force en fait, le Parlement européen a une énorme force de proposition. Mmh. Mais également, je pourrais aussi parler des directives, donc les lois européennes, des directives de 2000, qui sont en fait les lois contre la discrimination raciale dans tous les domaines de la vie et également dans l'emploi. Et donc, en fait, ces directives ont été évidemment votées par le Parlement, par le Conseil de l'Union et par la Commission européenne. Donc, effectivement, le Parlement a un rôle très important, notamment parce qu'il y a une indépendance un peu plus importante des députés pour mettre certains sujets à l'agenda, notamment quand ce sont des députés, évidemment, qui s'intéressent à ces sujets-là. Mmh. D'accord. Et du coup, est-ce que ça permet parfois soit des retours en arrière quand des choses, des mauvaises actions ont été menées dans certains pays, comme le CCIF qui a été dissous, et cetera? Est-ce que ce genre d'action, in fine, ça peut éventuellement mener à, enfin, je pense que c'est l'espoir que vous avez du coup, mais un retour, pas un retour en arrière, mais au moins à ce que ça ne se reproduise plus, ou bien que les États soient sanctionnés? Oui, exactement. En fait, nous sommes aussi, si on peut dire aussi, dans une certaine mesure, des lanceurs d'alerte, en fait. Quand il y a des problématiques, notre rôle, c'est de les visibiliser pour les faire comprendre, pour faire comprendre, en fait, aux institutions européennes la gravité de ce qui se passe. Et parfois, en fait, c'est beaucoup plus facile d'aller vers les institutions européennes
pour parler de problèmes nationaux que d'aller vers les gouvernements nationaux eux-mêmes, effectivement, puisque Oui, le niveau européen permet une certaine prise de distance, notamment des responsables politiques par rapport à ce qui se passe dans les pays. Sauf évidemment quand les commissaires sont très liés au pays ou quand certains députés sont très liés au gouvernement. Mais en fait, il y a beaucoup plus d'opportunités à parler en fait de manière plus indépendante des sujets nationaux. Et, euh, et voilà, et on a des législations au niveau européen. Donc il y a des choses à faire respecter. C'est-à-dire que si un pays ne fait pas respecter les directives de non-discrimination, il y a des sanctions possibles. Si un pays viole de façon systématique ou de façon régulière les libertés associatives, il y a des mécanismes qui permettent de sanctionner les pays, notamment sur les questions d'état de droit. Donc, c'est toute l'importance de l'Union européenne. On peut critiquer beaucoup l'Union européenne sur certains domaines, notamment le domaine économique ou sur certains domaines, mais sur les domaines sociaux et de non-discrimination, il y a une compétence très importante. Et donc, il n'y a pas de groupe comme nous qui visibilisons ces questions et qui demandons des comptes, effectivement, rien ne se passera. Et c'est toute la question, enfin, en fait, c'est tout le travail de plaidoyer que nous faisons. C'est un rapport de force constant. Et c'est vrai que les questions sociales et les questions de justice et d'égalité, elles ne sont pas aussi faciles. Ce n'est pas aussi facile de convaincre que sur les questions économiques ou de profit, évidemment. hmm, Mais elles sont fondamentales, notamment par rapport à l'esprit de l'Europe. Donc, et même si on sait que la perspective économique de l'Europe a toujours été la première priorité, mais il y a quand même un discours, il y a quand même des articles du traité qui sont liés à la justice et l'égalité. Et à un moment donné, si on croit vraiment à l'Europe sur ces questions-là, et si on pense que c'est vraiment le socle qui nous permet de continuer en tant qu'Europe, il faut pouvoir les adresser. Et, euh, et je pense que c'est sur ces questions-là, en fait, que le futur de l'Europe est basé. Parce que si l'Europe devient une coquille vide sur ces questions-là, malheureusement, je crains pour le futur de l'Europe. hmm. De ton point de vue un peu, j'ai envie de dire, ton point de vue un peu global à travers toutes les associations avec lesquelles vous collaborez, c'est quoi, toi, les tendances que tu vois dans l'avenir pour l'Europe? Est-ce que la tendance est plutôt négative, positive? Est-ce que tu as de l'espoir? Quel est ton ressenti? En fait, il y a un paradoxe puisqu'on voit, notamment via l'adoption du plan d'action contre le racisme, on voit qu'il y a une prise de conscience, une reconnaissance du racisme en Europe, de l'héritage laissé par toutes les persécutions. Mais en même temps, on voit une opposition grandissante euh, de forces qui viennent beaucoup de l'extrême droite, mais qui se sont aussi infiltrées dans d'autres sensibilités politiques pour en fait voilà, euh, voilà s'opposer vraiment à ces évolutions vers plus d'égalité et de justice. Et pas seulement dans le domaine de l'antiracisme, mais dans d'autres domaines. Et par exemple, la situation en Pologne et en Hongrie sur toutes les questions de justice, d'état de droit, de respect aussi des libertés associatives est aussi très problématique. Et donc, on voit vraiment des pays, en fait, qui ont une dérive un peu autoritaire. Et là, on se questionne vraiment sur la capacité de l'Europe d'aller à l'encontre de ça et de rester quand même un organisme quand même démocratique. Et, euh, et donc, effectivement, il y a quand même des espoirs. Il y a une compréhension accrue sur certaines questions sociales, mais en même temps, on voit vraiment des oppositions de plus en plus fortes qui nous font reculer. Donc, je ne serais pas trop pessimiste. J'espère que voilà, les forces positives et progressistes vont continuer à avancer. Moi, ce qui me donne aussi beaucoup d'espoir, c'est de voir l'engagement de la jeunesse dans différents forums, pardon,
Euh, Parce que voilà, et la nouvelle génération aussi a une nouvelle approche de certains sujets, notamment nos sujets de justice et d'antiracisme. Et elle apporte vraiment de nouvelles perspectives qui, j'espère, et notamment aussi sur les questions de climat, environnement, etc. Donc, j'espère que toute cette jeunesse, et je vois beaucoup d'engagement au niveau européen, c'est vrai que l'Union européenne aussi laisse l'espace aussi aux jeunes pour s'exprimer. Et donc, j'espère en fait que grâce à eux, voilà, il y aura un avancement et qu'on arrivera à aller à l'encontre de ces dynamiques de pouvoir qui peuvent être très négatives. Hmm. Est-ce que tu peux nous dire si l'intention que tu avais quand tu as rejoint cette institution, ou bien même avant, quand tu as décidé de t'orienter vers la défense des droits et de l'antiracisme, Mm-hmm. est-ce que tu es satisfait de maintenant de ce que tu fais? J'ai perdu le mot, je perds mes mots. L'adéquation. Est-ce que c'est en adéquation avec ce que tu cherchais? Pardon, merci. Et est-ce que tu es satisfaite de l'impact que tu as? Donc, je suis totalement épanouie dans mon travail, même si évidemment, tous les jours, je dois faire face à des injustices et des situations très alarmantes qui ne vont pas en s'améliorant, comme j'ai dit. Mais en même temps, voilà, je pense que j'ai ce privilège de pouvoir faire de mon travail une cause, en fait, de lutter contre une cause juste dans le cadre de mon travail et donc de vraiment croire en ce que je fais, de croire en l'utilité de ce que je fais. Euh, et pour ça, oui, je pense qu'effectivement, même si le racisme en Europe est une question très complexe, donc l'ENAR n'a pas la solution parfaite, ne va pas résoudre à lui-même les questions du racisme en Europe. Donc, même si les choses ne vont pas forcément toujours en s'améliorant, ce n'est pas forcément qu'on fait les choses de manière euh, pas toujours la bonne manière, mais en tout cas, moi, je vois que nous avons quand même un impact sur la compréhension de la question du racisme en Europe. Je pense que le challenge aussi dans des organisations comme la mienne, qui est assez, maintenant qui commence à se faire vieille, qui est assez institutionnalisée, c'est de laisser la place et de se réinventer. Et je pense que ça, c'est pour tout projet ou toute organisation qui commence à durer. Euh, Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail. J'ai toujours été quelqu'un qui me questionne en fait sur mon travail, sur mes pratiques, sur comment je peux mieux m'adapter à l'environnement dans lequel je suis au moment. Et donc, je pense que effectivement, j'essaie aussi de le faire dans mon travail. Mais une chose est sûre, c'est que je suis épanouie, même si c'est pas tous les jours facile comme je l'ai dit, d'être confrontée à tout ça. Et je crois à 100% en ce que je fais et je me dis qu'il faut des gens qui puissent le faire, même au niveau européen. Plus au niveau du terrain encore, on a encore plus besoin, mais c'est vrai qu'au niveau européen, c'est important d'avoir une voix aussi. Et donc, je suis contente d'être une de ces voix en fait, qui permet que ce sujet soit sur la table. Pour les personnes qui souhaitent s'orienter à 100% dans les questions d'antiracisme ou toutes les questions liées à ça, euh, est-ce que tu as des conseils à leur donner sur comment orienter leurs études, ou quels sont les bons tips, comme on dit, que tu as pour eux, pour les aider? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, je pense vraiment que les gens qui veulent s'orienter vers le domaine de l'égalité, la justice, antiracisme, ce sont en général des gens qui soit eux-mêmes sont confrontés par toutes ces questions et donc sont les meilleurs en fait représentants et les meilleurs porte-voix de ces questions. Soit ce sont des gens aussi qui ont eu une expérience dans des associations et qui ont ce désir d'aider les autres. Parce que je pense qu'il faut être vraiment altruiste pour faire ce genre de job. Et ensuite, pour s'orienter plus vers les questions, le niveau européen, cela aide effectivement de faire des études sur tout ce qui est toutes les institutions européennes,
les compétences européennes, tout ce qui est relations internationales. Je pense que personnellement, ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce cursus. Et je conseille vraiment les stages également, dans la mesure où, évidemment, ils sont rémunérés si possible. Ou alors mmh, si c'est trop difficile de trouver un stage, n'hésitez pas, aussi à contacter en fait, des gens qui sont déjà dans des structures et de demander aussi, des conseils, et d'échanger en fait, un peu des idées. Moi, je sais qu'on me contacte parfois, via LinkedIn, pour un peu me demander des conseils. Donc ça aussi, je pense que c'est important, de parler avec des gens qui sont dans le domaine, européen, pour pouvoir un peu mieux comprendre, comment ça se passe. Après, moi, je pense que le défi de travailler au niveau européen, c'est un peu parfois la déconnexion avec, le niveau local. Et je pense que ça, c'est une chose qu'il faut garder parce que les métiers au niveau de l'Europe ont parfois tendance à attirer voilà, les gens qui sont plus attirés par le prestige qu'autre chose. Et moi, en fait, ce que je conseille, c'est quand on travaille au niveau européen, c'est vraiment de rester connecté au local d'une façon ou d'une autre, au terrain, en fait, où là, où les choses se passent, parce que parfois, en fait, au niveau européen, il y a une déconnexion par rapport aux problèmes des gens sur le terrain à force, en fait. Et on est dans notre bulle où on discute de beaucoup de sujets de manière très globale. Et parfois, voilà, le fait qu'on n'a plus cette approche ou cette confrontation avec le terrain, voilà, on a tendance à rester très abstrait et, et personnellement, en fait, ça m'a poussée à un moment donné à plus m'engager au niveau de la ville où j'ai finalement fini par atterrir à Verviers. Et donc, ça nourrit aussi beaucoup mon engagement au niveau européen d'avoir aussi cette possibilité d'être engagée au niveau local, de voir comment les choses se passent vraiment pour les gens et pas juste dans les grands principes et les grandes théories. Et je pense que c'est la meilleure façon pour être vraiment efficace au niveau européen. OK. Pour tous les musulmans et les musulmanes et les non-musulmans aussi qui nous écoutent et qui ne sont pas spécialement orientés vers ce domaine-là d'antiracisme, d'égalité, et cetera, mais qui souhaitent, avoir un impact positif. Quelles sont les actions qu'on peut mener, sans être à 100 impliqué? Euh, donc là, je pense qu'il est important, premièrement, de connaître ses droits. Donc c'est tout bête, mais je pense que en Europe, il y a une tendance à ne pas voir l'existence de la discrimination envers les musulmans, alors que voilà, on la connaît, les données sont collectées, les, les arguments politiques, on les entend, etc. Donc il y a une importance vraiment de connaître ses droits pour aussi se valoriser soi-même et se dire que voilà, on n'est pas, nous ne sommes pas nous ne sommes pas juste des victimes et nous avons des outils pour nous défendre quand c'est le cas et quand il est nécessaire de se défendre. Et je pense aussi que l'important, c'est aussi de soutenir des associations locales ou nationales qui travaillent sur ces questions-là. Et là, c'est pas juste les associations musulmanes ou les associations qui luttent contre l'islamophobie. Je pense aussi que ce sont les associations plus largement sur les droits, sur, sur toutes les questions d'égalité. Je pense que c'est important aussi que les musulmans, les musulmanes s'impliquent dans des organisations qui ne s'occupent pas forcément spécialement de la question musulmane, mais qui s'occupent quand même des questions de justice et d'égalité. Parce que c'est aussi comme ça que on fera plus société et qu'on sera aussi davantage reconnus et que nos sujets et notre situation sera aussi davantage reconnue et qu'on pourra également construire des alliances et ne pas forcément rester dans l'entre-soi. Euh, et donc voilà, je pense aussi que au niveau des jeunes étudiants ou des jeunes professionnels, il y a
pas mal d'organisations de jeunesse aussi qui sont, comme je le dis, de plus en plus assez militantes et assez investies par des causes. Et ça peut être aussi très formateur et très positif de s'engager dans ce genre d'association de jeunesse. Encore une fois, pas forcément spécialisée, même si c'est bien aussi. Mais voilà, pour pouvoir aussi construire son engagement. Je pense que, en tout cas, j'ai l'impression que la jeunesse d'aujourd'hui n'a jamais été aussi obligée d'être investie et militante, notamment par rapport aux questions environnementales. Et, et donc, oui, je pense que c'est clé de pouvoir s'investir là-dedans dans la mesure du possible. Super. Bah, écoute, Julie, merci beaucoup. On va finir par quelques petites questions de fin. Est-ce que tu as des routines que tu as quotidiennement ou que tu as de temps en temps, que tu répètes pour t'aider à progresser? Euh, En tout cas, une des routines que j'essaie de suivre, c'est de renouveler mon intention. Et je pense que ça, c'est un outil clé, notamment pour dompter son ego et de se rappeler pourquoi on fait les choses, euh, et être efficace. Parce que faire les choses juste pour soi ou son ego, ce n'est pas du tout efficace, même quand par rapport à une perspective purement pragmatique, ce n'est pas efficace du tout. Et donc renouveler son intention avant tout. J'essaie aussi de contrôler l'utilisation de mon temps pour les choses nécessaires et essentielles. Euh, une chose que que j'ai beaucoup appris aussi, c'est l'importance de ne pas s'épuiser à la tâche, puisque notamment quand on fait un travail avec une cause aussi forte, on peut avoir tendance à s'oublier et à s'épuiser. Et donc, j'essaie de garder dans ma journée ou dans ma semaine un moment où je me reconnecte à moi-même et à mes besoins et à mon repos, et pour un peu voilà, me préserver par rapport à voilà, tout le tumulte du travail. Parce que Mmh. voilà, la base en fait de notre travail, la base de l'efficacité de notre travail, c'est nous-mêmes. Et si on ne se prend pas soin de soi-même, on ira nulle part. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et je pense que c'est vraiment crucial, et même ça en devient même presque politique dans une société qui nous pousse vraiment voilà, où la compétition et le travail sont érigés en priorité au détriment parfois de notre propre dignité. Donc, je pense que c'est vraiment la clé aussi. Et c'est ce qui nous permettra aussi de nous reconnecter à notre spiritualité et aux autres aussi. Donc, OK, voilà. d'accord. Est-ce que tu as des recommandations de livres ou de références auxquelles qui toi, tu trouves super importantes ou qui t'ont marqué, que tu recommandes aux auditeurs? Euh, donc, je parlerai plutôt d'un documentaire que j'ai vu il n'y a pas très longtemps qui m'a marqué et qui est vraiment dans l'air du temps. C'est un documentaire, ça s'appelle Coded Bias, et c'est sur les biais racistes et sexistes dans les algorithmes utilisés notamment pour la surveillance, la reconnaissance faciale, etc. Et Mmh. donc, en fait, c'est vraiment un documentaire qui permet de comprendre donc la mécanique raciste, mais vraiment utilisée dans les nouvelles technologies. Et je pense que c'est vraiment un sujet que l'on doit mieux comprendre, et pour pouvoir vraiment être conscient des dangers en fait qu'il entraîne en fait. Donc ça, c'est un documentaire qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur les nouveaux défis avec la nouvelle Mmh. technologie dans le domaine de l'antiracisme. D'accord, très Et- bien. Je mettrai en description de l'épisode. Ouais. Merci beaucoup et si, un auditeur ou une auditrice souhaite te contacter, comment est-ce qu'elle peut faire? Le mieux, c'est donc
me contacter via mon adresse email d'Enar qui est sur le site ou par LinkedIn. J'essaie aussi d'être active sur Twitter. Donc Twitter, c'est une bonne plateforme pour moi de un peu montrer ce qu'on fait dans notre travail. C'est aussi une plateforme d'advocacy Twitter. Hein. C'est vrai que beaucoup de responsables politiques sont sur Twitter aussi. Donc, Oui. n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Ok. Bah écoute, Julie, je te remercie beaucoup. On a terminé. C'était vraiment super intéressant. J'aime beaucoup ce sujet de lutte contre les inégalités. De manière générale, c'est une cause vraiment, on n'a même pas besoin de le dire. Enfin, c'est quelque chose de juste et de noble. Et c'est pas facile. On sait que c'est pas facile. C'est pas forcément les métiers qui sont les plus rémunérés ou les plus faciles. En tout cas, ça demande beaucoup de travail. Mais voilà, au final, je trouve que c'est l'un des métiers, l'une des choses les plus nobles qu'on peut faire sur cette terre. Et je te remercie beaucoup pour ton travail et pour le temps que tu m'as accordé pour cette interview. Merci à toi pour ta compréhension, ta patience et pour tout ce que tu fais aussi pour toute la communauté parce que voilà, je pense que c'est clé d'avoir cette porte ouverte sur différentes perspectives et situations de gens qui travaillent dans différents domaines. Donc, merci. Merci de prendre du temps à faire ça. Vraiment. Merci. Merci à toi, Julie. Salam alaikum. Alaykoum salam. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.